Alors bonjour à tous, aujourd'hui on est avec Anis. Anis, merci beaucoup de t'être déplacée Merci à vous. pour ce petit interview. On est vraiment contente de te recevoir avec Charlie qui est juste là, puisque tu es passé par la prépa des stratèges. Alors pas la prépa stratégie en entier, tu as fait des oraux blancs, on aura Exactement. l'occasion d'en reparler avec nous. Et tu étais un élève qui était super motivé, on a fait 6 oraux blancs ensemble. Ouais, Et déjà dès le premier oral blanc, on t'a dit que tu avais un super niveau, tout ça. Et puis après, on a essayé de faire en sorte que tu développes encore plus tes compétences. Et du coup, aujourd'hui, tu es à Sciences Po Menton. exactement. C'est un campus qui est très demandé par beaucoup d'élèves. Du coup, on va pouvoir, je pense, en parler. Et je pense que ça va aider énormément d'élèves qui veulent tenter Sciences Po et plus spécifiquement ceux qui veulent entendre parler de Sciences Po Menton. Donc, j'ai une question qui me vient tout de suite en tête, mais je pense que je te la poserai juste après. D'abord, je te laisse te présenter un peu. Ok. Donc, bonjour à tous et à toutes. Moi, je m'appelle Anis Nassour, je suis libanais. J'étais au lycée Aflek à Dubaï quand j'étais plus jeune. Puis, je suis rentré à Beyrouth où j'ai continué mes études au grand lycée franco-libanais jusqu'à ma terminale. J'avais pris les spécialités AGGSP, maths, l'option droit et l'option internationale du bac Focus arabe. Donc, du coup, j'avais beaucoup plus de cours de langue en arabe, des cours d'histoire géo sur la région du Moyen-Orient, du Liban, la Syrie, voilà. Et j'ai postulé à Sciences Po, comme tout le monde. J'avais fait les écrits, les trois écrits. Et dès que j'ai été admis à l'écrit, j'avais vu qu'il y avait les stratèges sur Insta, j'avais vu une pub sur Insta. Et je me suis dit, allez, je vais les contacter. J'ai contacté Charlie, il me semble. Et on avait fait les 6 oraux ensemble. Et voilà. Là, je suis en deuxième année au campus de Menton. Et je compte partir en troisième année ou à Singapour ou à Washington. Donc, du coup, Ah j'hésite ouais, encore. super. Ouais. Voir la Chine peut-être. On ne sait pas encore. Et je compte faire le master droit économique plus tard, aussi à Sciences Po. C'est quoi Donc, le voilà. pour et le contre Washington ou Singapour? En fait, Singapour, je trouve que c'est plus centré sur le monde des affaires, Ouais, avec tout ce qui est crypto-monnaie, blockchain, fintech, tout ça, ça m'intéresse vraiment. La régulation qui tourne autour de tout ça. Et venant du Moyen-Orient, ce serait pas intéressant pour moi de rentrer au Moyen-Orient, de partir dans un pays du Moyen-Orient, comme ouais, je la vois. plupart des étudiants de Sciences Po du campus de Menton le font. Donc Singapour, ça pourrait être vraiment intéressant pour voir l'autre partie du monde. Et Washington DC, c'est un des grands centres de la diplomatie, de la politique américaine. C'est la capitale des États-Unis aujourd'hui, mais ouais, voilà du coup. C'est peut-être un peu plus politique. Ça Oui, t'intéresse ou pas Washington, du ce tout? serait un peu plus politique. Donc si je décide d'aller à Washington, je pense que je m'engagerai avec des associations libanaises là-bas, où on aura des réunions par semaine ou par mois avec des sénateurs. Donc il y a beaucoup de travail à faire sur ce point-là, mais j'ai encore quelques mois pour faire ma décision. Mais je vous tiendrai au courant de ce que je décide. C'est super intéressant que tu aies déjà des idées d'où partir et même des idées de master. Est-ce que tu les avais déjà enfin quand tu as postulé à Sciences Po, est-ce que tu savais déjà que tu étais intéressé par le droit, l'économie Euh, en fait, euh, moi, c'est un cas particulier un peu, vu que j'avais tout choisi presque avant de rentrer à Sciences Po, donc j'étais sûr que je voulais faire le master droit économique. Bien évidemment, je peux changer d'idée. J'avais hésité entre le master affaires publiques ou PSIA, donc Paris School of International Affairs. Il me reste un an, on ne sait jamais ce qui se passe, peut-être en un an je vais changer d'avis. Par contre, pour ma troisième année, je comptais partir à Londres, à la London School of Economics. Mais là, cet été, je suis parti à Londres pour un stage court d'un mois où j'avais fait un peu de compliance dans une boîte de finance. Et je ne me voyais pas passer un an à Londres. Du coup, c'est intéressant. J'ai changé d'avis pour ma troisième année. Et là, j'hésite entre Singapour et Washington. Donc Ouais. voilà. Super intéressant. Il y a une question que je pose très souvent aux élèves qui rejoignent notre prépa. Ils doivent remplir un questionnaire pour qu'on leur attribue un coach. Donc il y a plein de questions. Et il y a une des questions, c'est quelle est la raison numéro une pour laquelle vous voulez faire Sciences Po. Et du coup, il y a plusieurs possibilités. C'est soit la vie associative, soit sa pluridisciplinarité, soit une tentative de changer le monde, Hmm. soit pour le prestige de l'école. Toi, si tu devais choisir une seule chose, ce serait laquelle parmi les quatre?
Honnêtement, je pense que c'est un tout. C'est vrai que c'est une université prestigieuse. C'est vrai qu'il y a des gens qui changent le monde après Sciences Po. Et j'espère que toute ma promotion, tous ensemble, on va pouvoir changer le monde et travailler pour faire un monde meilleur. Mais c'était surtout l'aspect pluridisciplinaire qui m'intéressait. Donc je voulais vraiment toucher un peu de droit, un peu d'économie, un peu de sociologie, faire un peu de tout pour pouvoir être sûr de ma décision, sûr de ma carrière plus tard. Et aujourd'hui, je ne pense pas qu'il y a une autre université aujourd'hui en France, voire dans le monde, qui a cette expérience aussi internationale et aussi élevée académiquement et intellectuellement. Donc je me trouve à Menton avec des gens qui sont de l'autre bout de la planète, qui sont aussi intéressés que moi dans cette région qui est le Moyen-Orient. Et donc, c'est plein d'échanges intéressants en dehors des cours aussi. Donc voilà, j'ai pas tout à fait répondu à votre question, mais voilà, c'est un tout. Tu as répondu comme un politicien. Exactement. Et du coup, tu as parlé de ces tentatives de changer le monde. Alors, c'est vrai que c'est un grand mot, mais ça veut juste dire s'engager, parce que Sciences Po met vraiment l'engagement au cœur aussi de son parcours. Il y a même le parcours civique, exactement. Peut-être on en parlera. Et toi, tu es dans des associations ou pas à Sciences Po? Oui, donc là, actuellement, je préside 2 associations sur le campus de Menton. Je préside le CRS, donc le Centre Sciences Po pour la recherche stratégique. C'est un centre de recherche étudiant fait par et pour les étudiants de Sciences Po, focalisé sur le Moyen-Orient. Donc on écrit des articles de recherche qu'on publie sur notre site, crssciencespo.com, pour ceux qui sont intéressés. Une petite pub pour l'asso. Ouais, voilà, parfait. On écrit des articles de recherche et avec ça, en parallèle, on invite des conférenciers pour venir parler sur le campus de Menton. Et c'est souvent des hommes politiques ou des femmes politiques ou des ambassadeurs ou des hommes politiques de la région du Moyen-Orient. Toute personne qui a travaillé de façon plus ou moins étroite avec cette région du monde. Donc là, je ne l'ai pas encore annoncé à mon équipe, mais la semaine prochaine, on a Madame l'ambassadrice Corinne Brezet, qu'on a invitée, qui a accepté notre invitation. Ah, c'est une exclue du coup. Ouais, voilà, si vous voulez, ouais. Donc là, elle va être à Menton le mardi 9 octobre et on met ça sur Zoom aussi. Bon, j'ai un peu trop développé sur mon asso, mais avec ça, on intervient aussi dans les lycées de la région à Menton. Et voilà, ça c'est pour la première asso. La deuxième asso, c'est Sciences Po Med Liban. Vu que je suis libanais, naturellement, j'ai décidé de reprendre cette association. C'est l'association qui vient en aide à la population libanaise. Okay. Ouais, on n'a pas encore beaucoup de projets cette année, mais on travaille dessus. Donc voilà pour les associations. Et ça va niveau emploi du temps? Parce que du coup, Sciences Po, c'est quand même une certaine charge de travail. Et puis si tu es dans des associations, j'imagine que tu as aussi une vie personnelle. Comment tu t'organises un peu? Moi, je trouve que si quelqu'un arrive à organiser son temps, il peut tout faire. Il peut faire plusieurs associations, il peut faire les cours de Sciences Po, il peut avoir de bonnes notes à Sciences Po, il peut avoir une vie sociale, il peut tourner, faire du tourisme dans la région, voir ses amis. Donc c'est juste une question d'organisation de temps. Il ne faut pas trop se prendre la tête et se dire oui, c'est trop dur, on ne peut pas faire ça, on ne peut pas faire ça. Non, essayez rejoignez le plus d'assauts possible au début. Et vous voyez au fur et à mesure de la première année, vous lâchez quelques assos par-ci par-là, vous voyez laquelle vous intéresse le plus. Et ouais, donc vous vous formez. Et durant la deuxième année, normalement pour la majorité des étudiants, c'est bon, ils ont trouvé leur équilibre. Même avec les tâches ménagères, tout ça aussi, il faut s'habituer à les faire pour ceux qui se déplacent. Plus chez ses parents. Exactement, ouais. Exactement. Ouais, non, ça aussi, c'est à prendre en compte, ça prend beaucoup de temps. Hein. Exactement. Mais nous, on conseille à nos élèves qui font la préparation, on leur dit toujours, déjà, vous essayez d'avoir la meilleure hygiène de vie possible. Alors, on ne vous demande pas d'avoir l'hygiène de vie d'un, je sais pas, un sportif, un Ronaldo ou un Nadal ou je ne sais quoi. Mais voilà, essayez de se coucher le plus tôt possible, de manger sainement, de s'hydrater, etc. Et de cette façon, ensuite, vous essayez d'enlever aussi de votre vie les divertissements qui sont un peu inutiles, comme scroller sur TikTok. Généralement, si on passe 1 heure sur TikTok, à la fin, on n'a pas vraiment, on se sent pas très très bien. Alors que si on a passé 1 heure avec ses amis, ok, on n'a pas travaillé, mais on se sent bien. Quand on a passé 1 heure à faire du sport, ok, on n'a pas appris des cours d'HEGSP, mais on se sent bien. Et du coup, à partir de là, on développe un esprit, ce que les Américains appellent mindset. On développe quand même un esprit un petit peu plus, on entreprend plus de choses, on est un petit peu plus proactif.
Et je trouve qu'on peut mettre plus de choses en fait dans son emploi du temps et se fatiguer beaucoup moins vite. C'est quelque chose que tu as pratiqué, toi? Donc oui, donc tout est dans l'équilibre. Il ne faut pas non plus supprimer complètement les réseaux sociaux, Insta, TikTok. Il faut rester à un minimum connecté. Le monde d'aujourd'hui, tout le monde est sur Internet, tout se passe sur Internet. Là, ce soir, il y a eu un tremblement de terre au Maroc. Et tout le monde le sait. 1 heure après, quelques minutes après, toute la Terre sait ce qui se passe. Du coup, c'est important de rester connecté à un certain niveau, mais pas trop perdre de temps dessus, vu qu'il y a des choses plus intéressantes à faire. Et surtout, je l'espère pour les futurs candidats, si vous êtes pris à Sciences Po, n'hésitez pas à partir vers les autres, de discuter avec eux, car je trouve que c'est vraiment là la richesse de Sciences Po. C'est les étudiants, les discussions informelles en dehors des cours, les contacts, les amitiés. C'est ce qui fait la beauté de cette université. Ouais, voilà. je suis totalement d'accord. Ce qui est génial, je trouve, c'est que Sciences Po accumule beaucoup de points positifs sans avoir parfois les points négatifs. C'est-à-dire que, par exemple, il y a beaucoup d'autonomie à Sciences Po, comme à l'université. Sauf qu'à l'université, un diplôme universitaire en France, c'est moins prestigieux qu'avoir Sciences Po. Ouais. Donc en fait, il y a l'autonomie, mais tout en ayant le prestige d'une grande prépa où il y aurait beaucoup moins d'autonomie. Il y a aussi le fait que Sciences Po, on le dit rarement, sont des pros de la logistique, tous les partenariats qu'ils ont avec les universités étrangères. Juste dans la préparation, on a 50% de nos candidats sont étrangers, soit du Proche et Moyen-Orient, soit de l'Amérique du Sud, Amérique du Nord, Asie aussi. Et on se dit, mais comment ils ont découvert Sciences Po? Mais c'est parce qu'en fait, Sciences Po... C'est des partenariats. Ils sont très très bons en logistique. Ouais, exactement. Et ils font assez peu de pub, contrairement aux écoles américaines. Donc ouais, c'est vrai, je suis d'accord. Ils sont vraiment bons. Ils sont vraiment bons. Et c'est vrai que quand on t'entend parler, on se dit, ça fait rêver dans le sens où tu es dans l'école que tu visais. Tu arrives, tu as l'air assez confiant, tu arrives à jongler entre tes cours, les associations. Tu vas partir à l'étranger... Tu hésites entre Singapour et Washington DC, tu as déjà une idée de ce que tu veux faire plus tard, tu es intéressé par le droit, l'économie. Ça peut faire rêver justement ceux qui nous regardent, mais le problème c'est que comment on arrive déjà à avoir Sciences Po, c'est seulement 10% de réussite. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu toi ta procédure du moment où tu as su que tu voulais faire Sciences Po et comment un petit peu tu t'es préparé? Donc en fait moi j'avais entendu parler de Sciences Po en lisant un livre. Le Liban d'hier à demain de Nawaf Salam, qui est actuellement, si je ne me trompe pas, un juge à la Cour pénale internationale. Il est libanais et il a écrit un livre sur le Liban et il propose une nouvelle constitution pour le Liban. Il explique très brièvement l'histoire du pays, les défauts de notre système politique actuel et il propose quelques solutions. Donc en lisant son livre, j'étais vraiment impressionné par le niveau intellectuel de ses arguments. Et comme toute personne qui s'intéresse à ce monde de la politique et du droit, etc., je suis rentré sur Internet, j'ai tapé son nom, j'ai vu où il a fait ses études, et il avait fait Sciences Po pour son doctorat, si je ne me trompe pas. Il avait fait Sciences Po pour son doctorat, donc j'ai commencé à m'intéresser à Sciences Po. J'ai parlé avec mes professeurs. Là, j'étais en terminale. Donc c'était l'été avant la terminale. Donc c'était assez tard déjà. Ouais. Mais je m'intéressais déjà beaucoup, je lisais beaucoup, donc j'avais ce bagage. J'avais déjà ce bagage sur les connaissances sur le Moyen-Orient, plus précisément. Donc voilà, j'ai commencé à me préparer. Il y avait un petit groupe de préparation Sciences Po dans mon lycée. Bon, c'était pas non plus une prépa à Sciences Po comme avec vous, mais c'était des cours une fois chaque 2 semaines où on parlait de l'actualité, on discutait avec les autres étudiants de mon lycée qui voulaient postuler. Et vraiment, il faut juste lire beaucoup, rester informé, suivre les actualités, voir des films, écouter de la musique. C'est pas uniquement des livres, c'est pas uniquement les actualités et de la politique. En fait, où les gens se trompent, ils pensent que Sciences Po, c'est uniquement de la diplomatie, c'est uniquement de la politique ou les affaires publiques. C'est vraiment très large, il faut s'intéresser à tous les domaines, de la finance, au dessin, au cinéma, à l'agriculture, vraiment tout. À l'écologie, il faut s'intéresser à tout, un minimum. Et voilà, j'ai rédigé mes écrits à l'aide
de mes proches. Donc j'écrivais, quelqu'un me le corrigeait, il me relisait, etc. Et dès que j'étais pris à l'oral, je vous avais contacté, on avait fait les oraux blancs. C'était Charlie qui était ma coach et Charlie m'avait beaucoup aidé, elle m'avait montré où étaient mes points faibles. Donc là, seul, bien évidemment, c'est un travail personnel, individuel, mais aussi un travail de groupe avec le coach, avec vos proches. Je commençais à me renseigner, à m'entraîner, comment parler, comment ne pas stresser devant le jury. Et du coup, voilà, j'ai passé l'oral dans des conditions assez particulières. Ils avaient coupé les câbles Internet dans mon quartier. Je me souviens. Oui, on avait parlé de ça depuis 2 ans. Du coup, tu es allé dans ton Et lycée, c'était vraiment pour 3-4 jours. C'était juste avant mon oral, il n'y avait pas d'Internet. Et je suivais tout dans les journaux papier. Et sur Internet, évidemment, j'avais la 4G où je partais à mon lycée. Et voilà, c'est bon. C'était assez spécial, ouais. même Voilà, pour faire c'était assez les oraux spécial. blancs, je me souviens, Ouais, exactement. c'était compliqué. Ouais. Mais ce qui était super intéressant chez toi, c'est qu'on a tout de suite vu que tu étais très à l'aise du coup sur la région du Moyen-Orient. Et puis en plus, vu que tu voulais Sciences Po Menton, il y a très souvent des questions qui tombent autour du conflit israélo-palestinien ou toutes sortes de conflits. Et du coup, je me souviens que on t'avait vraiment dit que c'était ta spécialité et que quoi qu'il arrive, tu devais essayer d'amener le jury dessus. Ça s'est présenté à l'oral, tu as pu lui parler d'un point spécifique. Oui, en fait, quand je commençais à m'entraîner avec Charlie, Charlie avait très vite remarqué que je m'y connaissais en tout ce qui était Moyen-Orient. Donc, elle me mettait des images qui n'avaient aucun lien avec le Moyen-Orient. Et je devais faire le lien avec le Moyen-Orient pour arriver à m'échapper et réussir l'oral. Donc après les entraînements, à l'oral, le jour J, j'avais Madame Yasmina Tohabia qui était dans mon jury. Donc c'est l'ancienne directrice du campus de Menton. J'avais eu 2 images. J'avais eu une huile sur toile du XVIe siècle, si je ne me trompe pas. C'était une femme qui faisait le linge et il y avait son enfant à côté d'elle. Du coup, j'ai laissé tomber celle-là. J'ai pris la 2e image. C'était une image d'un homme asiatique ou d'origine asiatique qui mangeait des noodles sur son balcon à New York. Elles étaient en noir et blanc. Donc là, bien évidemment, j'avais commencé à parler de New York. J'ai décrit l'image, donc le processus classique au premier plan, second plan, à l'arrière-plan. Puis, j'ai commencé à parler du soft power états-unien dans le monde, avec New York, les billboards, les pubs, les voitures. Et j'ai parlé de la montée en puissance de l'Asie et de la Chine plus particulièrement. Vu que sur l'image c'était écrit en chinois et j'avais reconnu que c'était en chinois et non pas en japonais ou en coréen. Donc j'ai parlé de la montée en puissance de la Chine et j'ai évoqué de nombreux sujets. J'avais couvert quelques thèmes comme les transports, vu qu'il y avait les bus et les entreprises et la régulation sur les entreprises. Puis j'avais fait le lien avec la migration, vu que c'était un homme asiatique qui était quand même à New York. Donc j'avais fait le lien avec la migration et j'ai parlé de la Méditerranée. Et c'est comme ça que j'ai pu lier l'image, au Moyen-Orient. Du coup, c'était le thème où j'étais à l'aise. Donc dès que j'étais arrivé sur la Méditerranée, le Moyen-Orient et la migration et tous ces thèmes-là que je maîtrisais, c'était beaucoup plus facile, les idées, juste ça s'enchaînait. Ça a amené le jury. Ouais, exactement. Et en plus, vu que c'était bien fait, je pense que ça les a pas dérangés. Non, ils n'ont pas remarqué que c'était fait de cette façon. Je pense que c'était naturel, plutôt plus naturel. Mais encore une fois, c'est avec l'entraînement qu'on apprend à faire tout cela. Donc voilà. Et quand tu es arrivé du coup à Sciences Po, est-ce que il y a quelque chose, qu'est-ce qui t'a le plus étonné en positif ou en négatif, quelque chose auquel tu ne t'attendais pas à Sciences Po quand tu es arrivé? Est-ce que c'est au niveau des cours ou de la vie sociale ou... Peu importe. Tout, peu Vraiment importe. Globalement, quand tu es arrivé comme ça à Menton, que tu as découvert ton école. Déjà, vu que j'étais dans un lycée français à l'étranger au Liban, il n'y avait pas beaucoup d'étrangers dans mon lycée. À grande majorité, je dirais plus que 95%, c'était des Libanais ou des Franco-Libanais, mais bon, des Libanais. Donc d'un jour à l'autre, j'étais passé
de ma zone de confort où je connaissais tout le monde parlait comme moi le français, l'anglais et l'arabe. Et je me trouvais du jour à l'autre dans une communauté internationale où tout le monde parlait des langues différentes. Et en fait, on ne me comprenait pas vu que je mélangeais mes trois langues ensemble. Et qu'est-ce qu'il a lui? Pourquoi il mélange l'anglais, le français et l'arabe? Du coup, j'ai dû m'adapter. J'ai fait beaucoup d'amis, de très bons amis. Euh, Sinon, au niveau des cours, honnêtement, c'était super intéressant vu que j'avais pas fait beaucoup de cours sur l'histoire de l'Europe et l'histoire de la France. Bon, j'ai eu quelques cours, j'étais dans un lycée français, mais pas vraiment, pas assez approfondi. Donc j'ai vraiment beaucoup appris sur cet aspect-là. Les cours au Moyen-Orient, ils étaient aussi intéressants. On a couvert l'histoire de l'Empire ottoman et plein d'autres thématiques. J'aurais préféré que ça soit plus approfondi, mais bon, on peut pas tout avoir et c'est un équilibre. Et voilà, donc c'est ce qui m'a plu le plus. Et bien évidemment, Menton, c'est une des plus belles régions, une des plus belles villes en France, j'imagine. Il y a, à côté, à Cap d'Agde, Monaco, Nice, c'est vraiment une très belle région. Bah, c'est Pour y génial de habiter, faire ouais, ses études exactement. là-bas. Exactement. C'est vraiment une chance. Et c'est vrai que nous, souvent, bah, nos étudiants qui habitent à l'étranger, ils ont comme un avantage parce que c'est vrai que Sciences Po, ce qu'ils aiment bien, c'est l'originalité, c'est qu'on parle de son cas. Et puis vu que Sciences Po eh bien, il y a une certaine dimension internationale, c'est sûr qu'ils peuvent, s'ils demandent par exemple le campus de Reims, s'ils sont aux États-Unis, c'est un avantage. S'ils demandent le campus du Havre, s'ils ont voyagé, habité ou qu'ils habitent actuellement en Asie, c'est un avantage. Mais du coup, par exemple, on a beaucoup d'élèves qui veulent le campus de Menton, ils sont extrêmement intéressés, ils voudraient travailler plus tard sur justement la zone géographique du Proche et du Moyen-Orient, mais ils n'ont jamais voyagé là-bas, ils n'ont pas habité. Qu'est-ce que tu leur conseilles? Est-ce que tu leur conseilles des lectures? Qu'est-ce que tu leur conseilles à ces élèves? Alors déjà pour ces élèves, faut pas qu'ils aient peur de ça. Je suis d'accord. Sur le campus de Menton, on a des gens d'Amérique latine, on a des gens qui viennent de l'Asie, des Américains, des Anglais, des Européens. Donc c'est vraiment pas que des gens qui viennent de cette région. Bon, bien évidemment, il y a plein de Turcs, plein de Libanais, d'Égyptiens, des Marocains, mais c'est pas uniquement des personnes qui viennent de cette région. Vous n'êtes pas obligé de voyager dans cette région pour y apprendre. Vous pouvez voir des films, il y a plein de films, il y a plein de livres. Et c'est pas uniquement Moyen-Orient pour Menton, c'est Méditerranée et Moyen-Orient. Donc tout ce qui est lié à l'Italie, la Grèce, l'Espagne, c'est inclus dans le programme aussi. Donc il ne faut pas uniquement se limiter sur le Moyen-Orient. Sinon, si je pouvais vous conseiller une seule chose, c'est de suivre les actualités. Et pas uniquement les actualités occidentales, essayer de suivre plutôt des sources d'actualités alternatives pour vraiment voir tous les côtés de l'histoire, surtout au Moyen-Orient. On a cette spécialité où chacun raconte une histoire différente. Donc vraiment voir Al Jazeera en anglais. Russia Today, c'est pas mal aussi pour des sources alternatives. L'Orient le Jour, qui est un journal francophone basé au Liban, un journal libanais, mais c'est un des meilleurs journaux francophones sur la région. Sinon, il y a Confluence Méditerranée, si je ne me trompe pas. Donc voilà, ça c'est quelques sources que vous pouvez partir visiter sur Internet. Sinon, les films, concentrez-vous sur les films, sur les livres. Et oui, voilà, c'est tout, c'est ce que je peux conseiller aux étudiants qui souhaitent partir à Menton. Et est-ce que tu aurais 3 livres ou films à conseiller pour découvrir que ce soit l'histoire du Liban, sa culture, son fonctionnement? Si tu veux en choisir Oui, bien 3. sûr, ouais. Donc pour les films, il y a un grand classique qui s'appelle West Beirut. Donc en fait, c'est un film qui montre la séparation de la ville durant la guerre, vu que la ville était séparée en deux, Beyrouth Est et Beyrouth Ouest. Beyrouth Ouest, c'était à majorité musulmane, et Beyrouth Est qui était à majorité chrétienne. Du coup, ça montre toutes les tensions, comment les gens vivaient, et ça montre que vraiment les citoyens, quotidiennement, ils ne s'intéressaient pas aux différences confessionnelles, surtout les enfants. On voit des enfants des deux côtés de la ville qui jouaient ensemble. Du coup, c'est sympa, ça c'est le premier film que je peux vous conseiller. Sinon, un deuxième film, Sous les bombes, Under the Bombs en anglais. C'est un film qui raconte les événements de 2006, donc l'invasion israélienne du sud du Liban
jusqu'au sud même de Beyrouth. C'est très intéressant à voir ça. C'est l'histoire d'une mère qui cherche son fils et qui rencontre un conducteur de taxi qui est le seul qui va accepter de la prendre au sud du Liban. Et du coup, ça montre vraiment comment les gens vivaient au sud, avec l'armée du Liban Sud, qui était une armée libanaise pro-Israël. Donc ça, c'est deux films. Il nous reste un troisième. Pour un troisième film... Un film ou un livre? Un film ou un livre. Alors pour un livre, je vous conseille vraiment le Liban contemporain de Georges Corm, qui est très complet. Il couvre l'histoire du Liban, le système politique, tout ça, mais il est assez grand, il est assez volumineux. Sinon, il y a le Liban d'hier à demain de Nawaf Salam, qui est encore jusqu'à aujourd'hui, après l'avoir relu 2 fois, un des meilleurs livres que j'ai lus sur le Liban. Et peut-être un troisième livre qui est un peu plus centralisé sur les questions religieuses au Liban, je dirais Politique intérieure de Michel Chiha. Donc c'est un des constitutionnalistes qui ont écrit notre constitution. D'ailleurs, ils l'ont écrit au Quai d'Orsay en France. Donc c'est un des hommes politiques qui a travaillé sur notre constitution. Donc voilà pour les 3 livres et les 2 films. J'arrive pas à me rappeler d'un troisième, mais voilà. Non, mais c'est vraiment super intéressant. Même moi, je pense que du coup, je les mettrai au montage, je te redemanderai les titres, parce que ça m'intéresse personnellement de les lire ou de voir ces films. Et je pense, d'ailleurs, dites-nous même en commentaire quels sont un petit peu, parce qu'on va faire pas mal d'interviews avec des élèves qui sont sur des campus très précis. Donc si vous avez des idées ou même des questions, est-ce que vous préférez savoir quel genre de livre, film nos invités peuvent proposer, etc. Dites-nous un petit peu en commentaire ce qui vous intéresse, puisque si vous regardez cette vidéo sans être actif, on ne peut pas savoir vraiment ce qui vous plaît ou ce qui vous plaît pas. Mais là, pour le coup, je pense que ça peut vraiment... tout ce que tu as dit de toute façon dans cette interview, c'est pour ça en plus qu'on veut vraiment vous interviewer, parce que c'est une mine d'or de personnes qui ont vécu ça, qui ont vécu l'admission, qui sont tuées sur le terrain à Sciences Po. Et j'aurais une dernière question pour finir. Tout le monde parle des Mioun par rapport justement à Sciences Po Menton. Pourquoi à Sciences Po Menton? Pourquoi les Mioun? Déjà, je vais me permettre de citer le 3e film. Je me suis rappelé d'un dernier film. Capharnaüm, donc C-A-P-H, on l'écrira plus tard. Capharnaüm de Nadim Labaki, ça montre comment les réfugiés syriens vivent au Liban. Et en fait, c'est l'histoire d'un réfugié syrien qui perd ses parents. Et en fait, il y a une femme de ménage étrangère d'origine éthiopienne qui va s'occuper de lui. Donc ça dénonce aussi ce système de kafala. Donc, bon, c'est un peu plus avancé là, mais c'est trop détaillé. Mais le système de la kafala, c'est le système qui régule les personnes venant de l'étranger pour travailler au Liban. Et donc il y a beaucoup de soucis, beaucoup de problèmes autour de tout ça, et c'est intéressant de voir ce film, donc Capharnaüm. Sinon, pour votre question sur les MUN, donc une des plus grandes assos, voire la plus grande association chez nous sur le campus de Menton, est MedMun, donc Mediterranean Model United Nations. Et ce qu'ils font, c'est un MUN une fois par année, où il y a des étudiants de Sciences Po, des autres campus, de notre campus, des IEP, pas uniquement de Sciences Po Paris, des lycéens de partout dans le monde, des universitaires de partout dans le monde, qui se retrouvent à Menton pour faire des simulations MUN. Il y a plusieurs comités. Moi, cette année, j'avais présidé le comité Ligue arabe, et on avait 2 thématiques. On avait la thématique de l'eau au Moyen-Orient et la crise libanaise. Donc voilà, c'est très intéressant pour rencontrer de nouvelles personnes, vraiment voir le campus en personne, découvrir les salles de classe et découvrir les étudiants, voir comment ils pensent, voir comment ils parlent, comment ils ont cette facilité à s'exprimer et à exprimer leurs idées sur le moment même. Donc voilà, vraiment c'est une très belle expérience, je vous la conseille. Et il y a aussi ce système d'hébergement qui peut être sympa, où si vous postulez à MedMun, pour la conférence, vous allez être hébergé par des étudiants de Sciences Po. Okay. Donc ça peut être vraiment sympa pour... donc on peut venir même si on n'est pas encore à Sciences Po. Exactement. Donc n'hésitez vraiment pas
à postuler. C'est mes amis qui gèrent ça cette année. Ils sont vraiment très, très compétents, très sympathiques. Donc n'hésitez pas à postuler à Medmil aussi. Ça donne confiance. Ouais. Et du coup, pour finir, vu que tu es passé par là, est-ce que tu aurais un conseil à donner du coup aux élèves qui soient... parfois, il y a même des secondes qui commencent à s'intéresser à Sciences Po. Plus généralement, ce sont des premières et même plus généralement des terminales. Mais voilà, ce sont des élèves qui ont 16, 17, 18 ans. Ils veulent faire Sciences Po, peut-être même Sciences Po Menton précisément. Est-ce que tu as un conseil à leur donner à eux qui nous regardent? Oui, bien sûr. Donc, déjà, je vous conseille de vous intéresser à ce qui vous passionne déjà. Bon, je dis pas ça pour que ça semble poétique, mais juste, vous n'allez pas pouvoir rentrer à Sciences Po si vous essayez de vous créer une nouvelle personnalité. Il faut vraiment être soi-même et approfondir vos connaissances sur les thématiques qui vous intéressent. Donc, si vous êtes passionné par la cuisine, lisez plus sur la cuisine, découvrez plus les cuisines d'autres régions dans le monde, par exemple, soi-disant. Et surtout, un deuxième conseil, je vais me permettre de donner un deuxième conseil qui est très très important. N'hésitez pas à contacter des étudiants à Sciences Po que vous connaissez, même si c'est juste quelqu'un sur Insta que vous avez vu sur un post du compte BDE du campus de Menton. N'hésitez pas à partir vers les étudiants, on est très content de répondre à vos questions. Parlez aux étudiants, parlez aux gens autour de vous, prenez des conseils et surtout préparez-vous au mieux possible et entraînez-vous pour les oraux. Et c'est à ce moment où je vous conseille vraiment de parler avec Charlie, avec Léa, vu qu'ils savent vraiment vous préparer pour les oraux. Et moi, du coup, je pense pas que j'aurais été pris si j'avais pas travaillé ces oraux avec eux. Donc voilà, c'est trois petits conseils et j'espère que vous allez être pris. Et voilà, merci beaucoup. Bah en tout cas, pour finir, Anis, pour rebondir sur ce que tu as dit, nous on était vraiment contente avec Charlie parce que c'est vrai qu'il y a différents types de profils et parfois, quand on est motivé comme toi, on s'imagine pas, parfois on a des parents qui viennent et qui disent voilà, on veut que notre enfant fasse Sciences Po. Mais l'enfant n'est pas du tout motivé, il veut pas travailler, il veut même pas Sciences Po. Ouais. Et du coup, bah, ces profils, on est obligé de les refuser. On dit, bah, excusez-moi, mais on va pas prendre une place pour quelqu'un qui n'a pas vraiment envie. Et parfois, voilà, il y a des élèves, c'est Sciences Po parce qu'ils ont vu que c'était plus ou moins prestigieux, etc. Et du coup, c'est vraiment un plaisir pour nous, et c'est pour ça aussi qu'on sélectionne les élèves, les candidats. C'est vraiment un plaisir pour nous de découvrir des profils qui sont différents, qui ont vraiment une passion pour des domaines extrêmement précis, etc. Du coup, c'était vraiment un plaisir de te préparer et en plus de voir le résultat, qu'aujourd'hui tu es à Menton et tu t'y plais. Donc j'espère vraiment que tu nous tiendras au courant si tu vas partir du coup à Singapour, à Washington, bien sûr. dans une autre ville, on sait pas, mais en tout cas je pense que ça va aller pour toi. Merci beaucoup. Merci à toi.